Vous regardez 64 minutes, comme tous les vendredis, nous retrouvons la bande d'Allons-y Franco, l'actualité vue par les médias francophones. La Hongrie à l'heure du choix, voter ou ne pas voter pour Viktor Orban. Les élections se tiennent ce dimanche 12 avril. Le Premier ministre hongrois espère empiler pour un 5e mandat, mais pour la première fois en 16 ans de règne sans partage, il est bousculé, notamment dans les sondages, par un autre candidat. Peter Magyar, son ancien allié et aussi ancien membre de son parti, le Fidesz, espère l'emporter. Le tout sur fond de crise avec l'Union européenne, d'ingérences étrangères et bien sûr l'aide à l'Ukraine. Voilà qui va donner du grain à moudre à mes invités. Bonsoir Richard Verly. Bonsoir. Vous êtes le correspondant Europe du média suisse Blick. Vous revenez tout juste de Budapest où vous avez rencontré des Hongrois qui n'en peuvent plus de Viktor Orban. Votre reportage est à lire dans Blick, bien sûr, il y a toute une série. Avec vous sur ce plateau, Frédéric Arnould, bonsoir. Bonsoir. Correspondant Europe de Radio-Canada. Et vous aussi, vous êtes parti en Hongrie, c'était donc à l'automne et on va bientôt voir votre reportage. Nous sommes en direct avec Michel Cerutti, correspondant TV5 Monde de la RTS, notre partenaire suisse, en direct donc des studios de Genève. Et nous sommes aussi en direct de Bruxelles avec Louise Guyot. Vous êtes journaliste de contexte, vous revenez notamment sur les ingérences étrangères dans ce scrutin. Merci à vous quatre. Et je viens d'évoquer les ingérences. Eh bien, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, s'en inquiète. Il s'est exprimé aujourd'hui. Il craint le chaos. On va l'écouter. Qui plus est, nos adversaires ne reculeront devant rien pour s'emparer du pouvoir. Ils complotent avec des services de renseignement étrangers, ils menacent nos partisans de violence et sur la base d'accusations fabriquées de toutes pièces, ils crient à la fraude électorale avant même que le vote n'ait lieu. Ils organisent déjà des manifestations et des troubles avant même que vos voix n'aient été comptées. Parlons clairement. Il s'agit d'une tentative organisée d'utiliser le chaos, la pression et la diabolisation internationale pour remettre en cause la décision du peuple hongrois. Voilà pour la déclaration du jour de Viktor Orban. Richard, est-ce qu'on peut y voir une certaine fébrilité de l'homme fort de Hongrie ? On y voit surtout le caractère de Orban, c'est-à-dire c'est lui ou le chaos. C'est ce qu'il répète depuis 16 ans. Je rappelle, il est au pouvoir depuis 2010. Il répète qu'il est le seul garant de l'intégrité de la Hongrie. Il est le seul qui peut sauver ce pays face aux attaques étrangères. Et les attaques étrangères, chez Viktor Orban, elles viennent de Bruxelles. Et c'est d'ailleurs ce que le vice-président J.D. Vance, on l'a vu, a répété lorsqu'il était, c'était mercredi dernier, à Budapest, en accusant littéralement l'Union européenne de détruire la Hongrie. Donc je ne dirais pas que c'est un signe de fébrilité, ça fait partie de ces avertissements que les Hongrois, il faut le savoir, reçoivent sur leur téléphone portable. J'ai été témoin, il y a des messages enregistrés avec la voix de Viktor Orban, les gens le reçoivent et ils entendent dire on essaie de faire pression sur vous, on essaie de porter atteinte à la Hongrie, etc., etc. Oui, on a vu qu'il y avait beaucoup de désinformation en première partie de 64 minutes avec Mylène Gérardot. Alors, on va aller à Bruxelles, justement. C'est un vote donc pour ou contre l'Europe qui se joue. Viktor Orban, est-ce qu'il prépare le terrain pour contester les résultats à venir qui n'iraient pas dans son sens ? Eh bien, potentiellement, en effet, vous l'avez expliqué, la campagne électorale a été marquée par des soupçons d'ingérence étrangère alors de part et d'autre. Orban et le Fidesz, son parti, ont essayé de dépeindre son principal opposant Peter Magyar comme un agent de l'étranger qui serait au service de l'Union européenne ou de l'Ukraine. Et donc ce discours essaye aussi de préparer un peu déjà les Hongrois à une potentielle contestation de l'élection et des résultats dans le cas d'une défaite de Viktor Orban où voilà, le Premier ministre actuel dirait bon, bah, regardez, l'élection a été volée, ces personnes ont manigancé pour manipuler les résultats. Et donc voilà, la question se pose encore de savoir si Orban le fera vraiment, mais c'est une question voilà, qu'on se pose et qu'à Bruxelles, on regarde de très près aussi, oui. Voilà, une question qui se pose. Alors Michel, on va rappeler que ces deux candidats, ce sont quand même des conservateurs évidemment. Comment expliquer que les Hongrois se détournent de Viktor Orban ? Alors c'est vrai qu'on l'a dit, peut-être usure du pouvoir, ça fait quand même 16 ans. Il y a ce bilan économique en demi-teinte, soupçons de corruption. Tout ça, ça joue en sa défaveur ?
Alors vous répondez à la question en même temps que vous me la posez, c'est à peu près ça, effectivement. Viktor Orban est au pouvoir depuis bien longtemps, donc il y a une sorte d'usure. On le reproche de la corruption, que des élites ou des proches se sont enrichis. Il y a le blocage des fonds européens à l'endroit de la Hongrie, ce qui prétérite au niveau économique la société. Il y a de l'inflation, il y a de la stagnation économique et également les jeunes qui n'ont pas forcément beaucoup, enfin qui ont grandi avec Viktor Orban mais qui ne l'ont pas connu auparavant, bien ne se reconnaissent pas tellement en lui. Donc a priori on ne pense pas que les jeunes vont plutôt voter côté Orban. Il y a également cette fameuse démocratie illibérale que met en avant Viktor Orban, c'est-à-dire que voilà, pour lui les médias doivent être mis au pain, il n'y a pas une séparation forcément nette entre le pouvoir et la justice qui existe depuis longtemps. Bref, tout ça, use un tout petit peu, inquiète les Hongrois, y compris les relations qui ne sont pas forcément claires avec la Russie, dont ils bénéficient pour l'énergie, mais en même temps, ils ne sont pas non plus certains que ce soit un allié, ou en tout cas un pays et un pouvoir vers lequel ils souhaiteraient être proches. Vous mettez tout ça ensemble, et puis se passe ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est-à-dire que pour la première fois depuis bien longtemps, Viktor Orban pourrait être mis en difficulté, voire perdre ses élections, quand bien même il y a une chose à bien comprendre aussi à l'Est et en Hongrie, c'est qu'il y a aussi une véritable défiance à l'endroit de l'Union européenne malgré tout. Nous, on a tendance à le voir de manière beaucoup plus européano-centriste, en tout cas d'un côté occidental, mais il y a aussi, alors si les États-Unis ne sont pas la panacée, si la Russie n'est pas la panacée, il y a aussi une méfiance quand même par rapport à l'Union européenne. Oui, c'est intéressant, on va y revenir, mais Frédéric Arnould, vous les avez rencontrés, ces jeunes Hongrois, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Mais d'abord, ce qui est intéressant, c'est que alors qu'ailleurs en Europe, les jeunes sont un peu attirés par les sirènes de l'extrême droite, eux, justement, ils n'ont connu que ça depuis 16 ans. Donc ils veulent en sortir, ils découvrent dans le fond que le système hongrois ne fonctionne pas bien pour eux, ils n'arrivent pas à avoir des salaires décents, des emplois qui sont intéressants, les conditions de vie sont difficiles, les loyers sont très élevés, et donc ils veulent voir autre chose, et ils voient justement à Péter Magyar une possibilité justement de se sortir de ce régime-là avec peut-être quelque chose d'un peu plus optimiste pour leur avenir. Alors, Louise Guyot, on l'a suggéré, est-ce que c'est un vote pour ou contre l'Europe, l'Union européenne, en choisissant soit Viktor Orban, soit Peter Magyar ou Magyar, selon la prononciation? Alors, pas tout à fait, parce que Peter Magyar n'est pas... est beaucoup plus pro-européen que Viktor Orban, ça c'est clair. Mais par exemple, sur le sujet de l'Ukraine et du soutien à l'Ukraine, il ne faut pas s'attendre à un complet renversement de la position de la Hongrie sur ce sujet. Donc, voilà, et Peter Magyar ainsi était dans une position un petit peu compliquée pendant cette campagne électorale, puisqu'il est député européen ici à Bruxelles. Il fait partie du groupe du Parti populaire européen, un groupe de droite, dont fait aussi partie la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est un peu l'ennemi juré de Viktor Orban et qui l'a beaucoup attaqué pendant la campagne. Et donc Peter Magyar devait se positionner un petit peu entre deux, puisque voilà, comme l'ont dit les autres invités sur le plateau, c'est une relation un peu compliquée à l'Union européenne, qui est quand même vue comme l'institution qui bloque les fonds européens pour le pays. Alors voilà, parce qu'il y a quand même des fonds qui sont bloqués. Alors si Peter Magyar passe, est-ce que c'est l'espoir pour les Hongrois d'avoir cet argent? Alors oui, en partie. Après, la question est assez compliquée et en fait va vraiment dépendre de la composition du Parlement hongrois, parce que ces fonds sont conditionnés à un certain nombre de réformes. Là, aujourd'hui, ces fonds sont gelés. On parle d'à peu près 16 milliards d'euros d'argent européen qui sont gelés parce que la Hongrie ne respecte pas un certain nombre de principes de l'état de droit. Et cet argent ne peut être débloqué que si la Hongrie procède à un certain nombre de grandes réformes pour établir, par exemple, l'indépendance de la justice, des universités, la liberté des médias, met en place des mesures de lutte contre la corruption. Et pour procéder à ces grandes réformes, le Parlement aura besoin d'une majorité des 2/3. Et ça va être difficile à obtenir. Et donc, si Peter Magyar et ses alliés au Parlement hongrois n'obtiennent pas cette majorité des 2/3, alors ça va être plus difficile de procéder à ces réformes et donc potentiellement d'obtenir le dégel de ces fonds européens. Donc, on comprend que la relation entre la Hongrie et l'Union européenne s'annonce quand même compliquée, peu importe le vainqueur. Alors,
Alors, J.D. Vance, il est venu soutenir Viktor Orban cette semaine. Hein, vous avez suivi ça, Richard. Il a même appelé, un moment un peu surréaliste, comme on peut en connaître sous l'administration Trump, il a appelé le président américain. On va regarder cette séquence. J'aime la Hongrie et j'aime Viktor. Je vais vous dire, c'est un homme fantastique. Nous avons une relation extraordinaire et il fait un travail... Souvenez-vous de ceci, il n'a pas laissé des gens prendre votre pays d'assaut et l'envahir comme d'autres l'ont fait et ont franchement ruiné leur pays. Il a préservé votre pays, il a gardé les Hongrois dans leur pays et il a fait un travail fantastique. Voilà, un travail fantastique, il aime bien le mot fantastique, Donald Trump. Alors, Richard, on s'y perd un peu, parce que c'est vrai que Viktor Orban, il est quand même très proche de Vladimir Poutine, très proche de Donald Trump. Il roule pour qui? Ce qui est certain, c'est qu'il roule pour Trump. Ça, c'est évident. Il roule plus pour Trump que pour Poutine. En tout cas, vis-à-vis de Vladimir Poutine, il défend la relation avec la Russie comme une relation qui profite à la Hongrie, puisque la Hongrie a besoin d'énergie, a besoin de pétrole, et que c'est la Russie qui lui fournit. Et Viktor Orban avait obtenu, vous vous souvenez, une dérogation de l'Union européenne pour pouvoir, lui, continuer d'importer du pétrole, notamment par cet oléoduc qui traverse l'Ukraine, qui s'appelle l'oléoduc Druzhba. Donc avec Poutine, absolument. Avec Poutine, c'est une relation d'intérêt. Et il se garde bien d'aller trop loin parce qu'il sait que la Russie de Poutine, le souvenir de l'Union soviétique n'est pas si loin, n'est pas populaire en Hongrie. Avec Trump, c'est, j'allais dire, une histoire d'amour. Il veut être le Trump hongrois, c'est clair. Le problème, c'est que Trump a du plomb dans l'aile. Ça ne vous a pas échappé. Et le problème, c'est que Trump n'est pas venu. Alors c'est bien joli de lui passer un coup de fil en direct, mais ce que les Hongrois voulaient, c'était Donald. Moi, c'est ce qu'ils m'ont dit quand j'étais à Budapest. Ils auraient bien sûr voulu Trump, ça aurait pu là avoir un effet électoral. Vance, c'est quand même tout à fait autre chose. Je peux vous dire que beaucoup de Hongrois ne le connaissaient pas. Et surtout, ce que rêvait Orban, c'était le sommet. C'était le sommet Trump, Poutine sur l'Ukraine, à Budapest. On en avait parlé, il n'a pas eu lieu. Pour lui, c'est quand même un atout qui lui a échappé. Frédéric Arnould, justement, sur ces... c'est vrai qu'on voit qu'il aime les hommes forts, hein, Viktor Orban, on l'a dit, Poutine, Trump, Xi Jinping. Voilà, il y a une fascination, c'est sûr. Et c'est intéressant En fait, Viktor Orban, c'était un petit peu une inspiration pour Trump. Il aimait ce côté très autoritaire, il va changer les règles du jeu. Et ce qui est intéressant, c'est que Orban lui-même s'est inspiré un peu des républicains américains qui, depuis les dernières décennies, ont complètement changé les règles du jeu au niveau électoral. Donc, on a fait ce qu'on appelle aux États-Unis le gerrymandering, donc le charcutage électoral. Et c'est important parce que c'est pour ça que c'est pas gagné forcément d'avance haut la main par Peter Magyar, parce que Monsieur Orban s'est assuré de changer les règles du jeu. Il a redessiné la carte électorale pour mettre des circonscriptions qui sont beaucoup plus progressistes, pour essayer de les réduire à leur plus simple expression. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un système qui est très favorable au parti d'Orban, qui risque peut-être de gagner grâce à tout ce qui est rural, qui est très conservateur, alors que les jeunes qui œuvrent le changement sont principalement dans les grandes villes, comme Budapest. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir ce qui va arriver dimanche, parce qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir vaincu lors des élections. Et là-dessus, Orban, c'est l'ours, évidemment. Effectivement. Alors Michel, sur cette question, vous nous avez rappelé que c'était un chantre de la démocratie illibérale. Il roule pour lui, c'est un opportuniste. Je ne suis pas certain qu'on puisse véritablement le qualifier d'opportuniste, parce que ça veut dire qu'il aurait dû changer sa stratégie politique au cours des années. Or, on le voit depuis qu'il est au pouvoir, il n'a pas véritablement changé sa politique, bien au contraire. Il a annoncé dès le départ ce qu'il souhaitait faire et il l'a mis en place. Par conséquent, voilà, on peut être d'accord ou pas avec ce qu'il propose en termes de conservatisme social, en termes justement de démocratie libérale, c'est-à-dire avec un contrôle un peu de la presse, avec une séparation pas très marquée entre le pouvoir politique et celui de la justice, ne serait-ce que ça. Mais je ne crois pas qu'on puisse véritablement le qualifier d'opportuniste. Il aurait dû ou pu évoluer différemment selon ses intérêts. Or, il ne l'a pas fait jusqu'à présent. Au contraire, il suit un chemin qui est le sien, qui est sa marque de fabrique. Et c'est peut-être aussi pour cela aujourd'hui, parce qu'il suit cette marque de fabrique, parce qu'il n'a pas tellement changé de cap, que se révèle une potentielle usure auprès de ses électeurs aujourd'hui. Alors Richard, on doit aussi revenir sur d'autres électeurs. Là, on évoquait les campagnes, les milieux ruraux qui pourraient voter plus pour Viktor Orban. Il y a aussi la question des Hongrois de l'étranger. Oui, ça c'est la grande question, parce que Orban a toujours courtisé
les minorités hongroises, notamment des pays riverains, en particulier en Roumanie, mais aussi en Ukraine. Il faut savoir qu'il y a un traumatisme hongrois, c'est le traité de Trianon de 1920 qui a littéralement découpé, qui a coupé le territoire hongrois et qui a rejeté des populations hongroises, soit en Roumanie, soit en Hongrie et dans d'autres pays de la région. Pourquoi c'est important? C'est parce que les conditions de leur vote sont, on va le dire, assez peu surveillées. Il est assez facile de frauder, voire de peut-être remplir les urnes, notamment en Roumanie. Au total, les Hongrois de l'étranger, c'est 3 millions de personnes, et il y en a en Roumanie beaucoup. Donc c'est en plus un électorat que Viktor Orban a beaucoup courtisé, il a beaucoup subventionné toutes les associations de cette diaspora-là. Donc on s'attend sur ce front à quelques tripatouillages électoraux. Alors il y a des atouts pour Viktor Orban. Qu'en est-il de son principal adversaire, qui est quand même proche de lui, qui est beaucoup plus jeune? Comment il arrive à convaincre les Hongrois qu'un changement est possible? Écoutez, moi je l'ai suivi toute la journée de mercredi, Peter Modior, puisque c'est ainsi qu'on le prononce là-bas. Il est jeune, il est clairement un homme de droite, ça a été dit, il a un programme conservateur, il est extrêmement énergique, il communique beaucoup avec la base. Moi, ce qui m'a frappé, c'est pas tellement le discours sur l'Europe, c'est le fait qu'il dit aux Hongrois « je vais vous écouter ». Parce que le paradoxe de Viktor Orban, comme tout dirigeant autoritaire, Viktor Orban n'écoute plus le peuple, il dicte sa volonté au peuple, mais il n'écoute plus les Hongrois. Et donc, on voit bien que son opposant aujourd'hui met l'accent, j'allais dire, sur ce qu'on pourrait appeler la politique horizontale. On verra s'il tient ses promesses, mais sur l'idée, grâce à moi, vous les Hongrois, vous allez pouvoir être entendus parce que Viktor Orban ne vous écoute plus. Louise Guyot, vous nous avez dit tout à l'heure que c'était pas gagné, hein, même si il arrive au pouvoir, Peter Magyar, c'est pas gagné, que ça se passe mieux avec Bruxelles, mais quand même, au vu des bâtons dans les roues, enfin l'homme qui passe son temps à mettre des vétos, c'est quand même Viktor Orban. Donc s'il n'était plus là, j'imagine que ça serait un ouf de soulagement chez vous à Bruxelles. Alors, c'est vrai que le scrutin est assez suivi ici à Bruxelles et que voilà, un certain nombre de diplomates verraient le départ de Viktor Orban comme une manière de régler un certain nombre de problèmes. On parlait du prêt à l'Ukraine de 90 milliards d'euros, ça pourrait en être un. Et par exemple, il faut se rappeler cet épisode du mois dernier au sommet européen ici à Bruxelles, où plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont vraiment montés au créneau contre Viktor Orban, puisque voilà, il y avait été négocié avec la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque qu'il ne contribuerait pas à ce prêt de 90 milliards d'euros, mais qu'en échange, ils ne mettraient pas leur veto à cette mesure. Et là, Viktor Orban n'a pas tenu sa parole. Et ça a vraiment détérioré les relations avec ses homologues au niveau européen. Et donc, voilà, ça réanime aussi un certain nombre de discussions ici à Bruxelles sur les décisions à l'unanimité. Est-ce qu'il faudrait avoir moins de sujets qui sont discutés à l'unanimité et avoir plus de sujets décidés à la majorité qualifiée pour justement contourner ce genre de comportement et ce genre de veto. Donc oui, ça pourrait être en partie un soulagement si Peter Magyar arrive au pouvoir, mais voilà, ça reste aussi un leader de droite du camp du PPE, donc ça renforcerait aussi la position du Parti populaire européen au niveau européen, au niveau du Conseil européen en particulier. Alors, Peter Magyar, l'Ukraine, ça a été un dossier important, hein, parce qu'il semblerait que Viktor Orban, quand même, ait focalisé sa campagne sur ce problème, enfin, sur son problème. Lui, il en parle d'un problème, évidemment, hein, c'est sa vision des choses. Frédéric Arnould, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est audible par les Hongrois, de toujours revenir à l'Ukraine, à ce que ça coûte, aux dangers liés à cette guerre? Il y a aussi beaucoup de désinformation, on en a parlé un peu plus tôt, mais c'est vrai que Orban, vraiment, il force la dose là-dessus. Il y a des affiches électorales de Peter Magyar avec, à côté de lui, Volodymyr Zelensky. Et ce qui est écrit sur l'affiche, c'est dangereux. Donc, ce que veut faire croire Viktor Orban, c'est que dans le fond, si jamais Magyar était élu à ce moment-là, ça veut dire qu'on va participer, nous les Hongrois, à la guerre, on va envoyer des soldats en Hongrie. Donc, c'est assez énorme comme truc. Mais en même temps, c'est très vendeur, c'est très porteur, parce que
les Hongrois ne veulent absolument pas s'ingérer dans ce dossier-là. Donc c'est là un peu la difficulté de Magyar, je pense. Il est un peu comme un funambule sur le fil, c'est-à-dire qu'il ne peut pas aller non plus trop à gauche, non plus en disant non, c'est vrai, il faut vraiment aider Volodymyr Zelensky, il faut je veux dire, son parti à l'Europe en fait a voté contre en fait pour que de l'armement soit envoyé en Ukraine. Donc il y a quand même, il essaye, il joue un peu le chaud et le froid là-dessus. Donc c'est pas facile de sortir de cette enclave ukrainienne qui vraiment s'est habitée dans cette campagne. Alors Volodymyr Zelensky s'est exprimé sur cette question. On va l'écouter. Il était passablement énervé contre Viktor Orban. Quelqu'un de l'Union européenne ne bloquera pas les 90 milliards. La première tranche de ces 90 milliards et l'armée ukrainienne aura ses armes. Peut-être on devrait donner son adresse personnelle à nos forces armées, à nos gars, et les laisser l'appeler pour lui parler à leur manière, avec leurs propres mots. Ouais, la Commission européenne était un petit peu gênée aux entournures après ces menaces, même s'il n'est pas cité, contre Viktor Orban. Pour Volodymyr Zelensky, c'est important ce qui se joue aujourd'hui, parce qu'il sait que l'aide à l'Ukraine, elle se joue aussi là. Si Orban est réélu, s'il reste au pouvoir, ça va devenir un véritable, c'est plus qu'un abcès. Ça va devenir quelque chose que l'Union européenne devra régler, je ne sais pas comment, mais il est clair que, vous imaginez, il sera réélu. Il aura donc un nouveau round de légitimité, Viktor Orban. Il dira « les Hongrois m'ont élu pour bloquer l'aide à l'Ukraine ». Donc ça deviendra vraiment un problème majeur. Je crois qu'on n'en est pas là, attendons de voir. La deuxième chose qu'il faut bien dire, c'est que, par ailleurs, il joue sur une autre peur. C'est l'idée que demain, alors que c'est totalement irréaliste, les jeunes Hongrois pourraient être envoyés en Ukraine pour combattre dans une armée européenne qui soutiendrait l'Ukraine. Donc, à tous égards, l'Ukraine est devenue le sujet, je dirais, que Orban instrumentalise pour faire peur à sa population et pour démontrer que la Hongrie est un grand pays, qu'elle peut tenir tête à Bruxelles. Alors, on va voir Michel Cerotti, justement, sur cette instrumentalisation de la guerre en Ukraine. Là aussi, position d'équilibriste des deux candidats, semble-t-il. Oui, absolument. Enfin, voilà, Richard vient de l'expliquer fort bien. C'est un sujet qui est absolument incontournable. Et pour Peter Magyar, c'est vrai qu'il est dans un entre-deux. On le voit, ou on a envie de le voir à l'Ouest comme étant le candidat de l'Union européenne, celui qui va permettre de se rapprocher, je ne sais pas moi, en tout cas de débloquer ses fonds, de permettre à l'OTAN de continuer d'exercer son influence et autres. Ça paraît pas aussi clair que ça. Pour Orban, on sait exactement où il se place et on sait quelles seront les conséquences de sa réélection. Mais pour Magyar, selon les observateurs, nous on a envie de le voir, enfin l'Occident a envie de le voir comme étant un sauveur potentiel, mais c'est pas aussi clair que ça. Donc, il va falloir attendre de savoir déjà qui est élu. Enfin, c'est une palissade que je suis en train de vous dire. Mais après, si c'est Magyar ou c'est son parti qui remporte les élections, il va falloir voir comment lui réussit à piloter ça pour conserver sa base, et puis éventuellement réussir à être un petit peu plus proche de l'Union européenne, de sa politique, afin que de l'argent européen puisse entrer en Hongrie et afin que l'argent européen que bloque aujourd'hui la Hongrie puisse arriver jusqu'en Ukraine. Mais c'est pas forcément certain que ça se passe de manière aussi simple, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que tout le monde l'a expliqué en plateau aujourd'hui. Effectivement, donc on va suivre avec attention ces législatives. Rien n'est gagné, ni pour l'un ni pour l'autre. On va y revenir dans 64 minutes. Merci infiniment à vous quatre d'avoir participé à Allons-y Franco. Et je vous remercie d'avoir suivi 64 minutes. On se retrouve demain. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.